Mes chers élèves, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau texte d'Homère. Il s'agit de la rencontre entre Ulysse et Circé. Donc je vous propose avant toute chose de jeter un bref coup d'œil sur le cahier de texte de la classe pour savoir concrètement où nous en sommes. Alors si vous regardez attentivement le cahier de texte, on a commencé la séquence sur Homère le lundi 20 avril, séance 1. Introduction à la séquence, l'homme, l'œuvre et le personnage principal. Vous savez que chaque fois, à la fin donc du résumé de cours, je crée un lien vers une vidéo, d'accord? La vidéo d'ailleurs que vous êtes en train de lire en ce moment. Donc séance 1, le 20 avril. Ensuite, le mardi 21 avril, séance 2, la rencontre du Cyclope, d'accord? Ensuite, le 22, nous avons poursuivi le travail sur cette rencontre en évoquant le vocabulaire autour du mot cyclope. Le jeudi 23 avril, nous avons travaillé sur les ruses d'Ulysse, toujours par rapport donc à cette rencontre du cyclope, car c'est un chapitre important. Le mardi 28 avril, nous avons commencé séance 4, un travail sur les expansions du nom. Donc vous voyez que chaque fois, vous avez un lien qui renvoie vers la vidéo, d'accord? Le mercredi 29 avril, nous avons poursuivi le travail sur ces expansions du nom. Même chose le jeudi 30 avril. On a terminé le travail sur les expansions du nom par un exercice de réécriture, d'accord? Il s'agissait effectivement de supprimer toutes les expansions du nom d'un texte. Donc vous voyez que pour pouvoir avoir accès à mes vidéos, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vous connecter à la chaîne YouTube de l'enseignant, d'accord, en tapant mon nom et mon prénom, ou bien vous pouvez, comme c'est le cas ici par exemple, cliquer sur le lien qui apparaît donc dans le cahier de texte. Et ce lien vous renvoie automatiquement vers la vidéo. Vous voyez, donc il faut évidemment un petit temps pour qu'elle se charge. Alors, je vais revenir maintenant donc au texte. Nous sommes donc le lundi 4 mai et je vais donc vous présenter maintenant cette séance sur la rencontre de Circé la magicienne. Vous allez ouvrir donc votre cahier de français, n'oubliez pas donc de sortir vos affaires et vous allez donc sauter 2 lignes après la séance sur les expansions du nom. Nous en étions restés, je vous le rappelle, à l'exercice de réécriture sur les expansions du nom. Vous marquez séance 5, la rencontre de Circé la magicienne. Alors vous voyez, j'ai ici créé comme un polyptyque, ou plus exactement un triptyque, car j'ai 3 tableaux différents qui traitent exactement du même thème. On voit effectivement la rencontre de Circé et d'Ulysse. Le premier tableau s'intitule donc Circé offrant la coupe à Ulysse. Il a été donc peint par John William Waterhouse, d'accord, en 1891. Ces tableaux ne sont pas dans l'ordre chronologique. Le deuxième s'intitule Ulysse et Circé, peint par Bartholomeus Spranger, d'accord, 1580-1585. Et le troisième tableau est d'Angelica Kaufmann et il s'intitule Circé faisant des avances à Ulysse. Alors je vous ai dit qu'en fait ces 3 tableaux traitent de la rencontre entre Circé et Ulysse. Vous pourriez me dire, oui mais monsieur je comprends pas, je ne vois pas Ulysse dans le premier tableau. C'est inexact, regardez attentivement. Ulysse apparaît en fait au fond du miroir. Regardez ici, voilà, puisque derrière Circé, vous avez effectivement un miroir rond, d'accord, circulaire. D'ailleurs, le cercle rappelle vraisemblablement le nom de Circé, d'accord, de la manière que Cyclope rappelait le nom, donc le cercle. Même chose. Ça va? C'est clair? Alors en avant. Nous avons vu où nous en sommes donc au niveau des séances de cours. J'aimerais que l'on voit maintenant où Ulysse en est lui-même dans son voyage. D'accord? À quel moment va-t-il rencontrer Circé? C'est important que je vous le dise avant même de vous lire le texte. On va donc reprendre la carte de la Méditerranée qu'on avait créée, vous vous souvenez? Alors, Ulysse est donc parti de Troie. Voilà, il est parti de Troie. Il a donc rencontré les Kykones. De là, Ulysse a dérivé jusqu'au Cap Malais. Là, bien évidemment, autre tempête, rencontre des lotophages.
Ensuite, rencontre des cyclopes au large de la Sicile. Pour le coup, c'est un texte que nous avons travaillé en classe, le texte donc où Polyphème a l'œil crevé. C'est le premier texte en fait de l'Odyssée que nous avons travaillé ensemble. De là, donc, Ulysse va vivre de nombreuses aventures. Il rencontrera Éole, il rencontrera comment est-ce qu'on dit ça? Il va rencontrer des anthropophages, c'est-à-dire en fait des mangeurs d'hommes ici, très juste, et de là donc, autre voyage, autre périple, la rencontre de Circé, la magicienne. Donc en fait nous en sommes là. Voilà, nous en sommes ici. Parfait, donc on poursuit. Si vous vous en souvenez, j'avais associé en fait à chaque étape du parcours d'Ulysse des œuvres picturales, donc des tableaux généralement, d'accord, ou des gravures. Par exemple, pour les lotophages, vous avez parlé donc d'une gravure de Théodore van Tulden, d'accord. Je vous avais parlé, souvenez-vous, pour les cyclopes, donc du détail d'une coupe laconienne où on voit effectivement les compagnons d'Ulysse crevant l'œil du cyclope. Pour Circé, vous allez reconnaître un tableau effectivement que l'on a dans la page de présentation de cette séance, le tableau de John William Waterhouse. Ensuite, pour les sirènes, on travaillera sur le même John Waterhouse qui a fait ce tableau-là que vous voyez ici, d'accord, représentant donc ces monstres qui sont à la fois femmes et oiseaux. Enfin, on abordera la question donc de la rencontre de Charybde et Scylla, d'accord. Donc voilà, ça c'est le périple en images. Comme la séquence doit être délimitée dans le temps, bien évidemment, je ne vais pas aborder le périple qui va de Charybde et Scylla jusqu'au retour d'Ulysse à l'île d'Ithaque, là où l'attend sa femme Pénélope. Ok ? Bien, je vais procéder maintenant à la lecture du texte. Allez, en avant. Quand apparut l'aurore aux doigts de rose, je réunis tous mes guerriers et je leur dis : ô vous, compagnons d'infortune, écoutez-moi. Nous ne savons plus retrouver ni le couchant, ni le lever du jour. Nous ignorons même où le soleil flambeau des humains passe sous la terre et jusqu'au lieu où cet astre se lève. Réfléchissons donc à un plan. À ces mots, leur âme se brisa de douleur. Ils se rappelèrent les actions funestes du Lestrigon Antipate et les cruautés du terrible Cyclope qui dévore les humains. Alors, si vous voulez des précisions sur ce Lestrigon Antipate, vous les avez normalement en dessous. D'accord ? Regardez, je viens de vous donner quelques informations. Je reprends donc ce troisième paragraphe. À ces mots, leur âme se brisa de douleur. Ils se rappelèrent les actions funestes du Lestrigon Antipate, et les cruautés du terrible Cyclope qui dévore les humains. Alors je divisai en deux parties mes guerriers aux belles jambières et je donnai un chef à chacune d'elles. Moi, je commandai la première troupe et le divin Euryloque marchait à la tête de la seconde. J'agitai aussitôt les sorts dans un casque afin de savoir quelle troupe irait à la découverte. Le sort qui parut le premier était celui du magnanime Euryloque. Ce héros s'éloigna, suivi de 22 Achéens. Ces guerriers découvrirent au sein d'un vallon les palais de Circé bâtis en pierre polie et situés sur un tertre élevé. Autour de cette demeure étaient des loups sauvages et des lions que la déesse avait domptés en leur donnant de funestes breuvages. La troupe d'Euryloque s'arrêta sous les portiques de la déesse à la belle chevelure et écouta Circé qui dans l'intérieur du palais chantait d'une voix mélodieuse en tissant une toile immense et divine, une toile semblable aux magnifiques travaux délicats et éblouissants des divinités célestes. Circé accourut aussitôt, ouvrit ses portes brillantes, nous invita à la suivre, et tous mes guerriers entrèrent imprudemment dans le palais. Mais Euryloque, soupçonnant quelque embûche, resta seul sous les portiques. Circé les introduisit et les fit asseoir sur des fauteuils et des sièges, puis leur prépara une mixture de fromage, de farine d'orge et de miel nouveau, dilué dans du vin de Pramnos. Mais elle y mélangea aussi des drogues néfastes pour leur ôter tout souvenir de leur patrie. Quand elle leur eut donné ce breuvage, elle les frappa de sa baguette et les enferma dans l'étable, car mes guerriers étaient alors semblables à des porcs par la tête, la voix, les poils et le corps, mais leur esprit conservait toujours la même force. Aussitôt, Euryloque accourut vers le sombre navire nous annoncer le triste destin de nos malheureux compagnons. À ces mots,
Je suspendis à mes épaules un long glaive d'airain enrichi de clous d'argent. Je saisis mon arc et mon carquois, et j'ordonnai à Euryloque de me conduire par le même chemin. Mais ce héros, embrassant mes genoux de ses deux mains, laissa échapper de ses lèvres ces rapides paroles. « Fils de Jupiter, ne m'entraîne point malgré moi vers ce palais, laisse-moi plutôt sur ce rivage, je sais que tu ne reviendras plus. » Mais je lui répondis aussitôt. « Euryloque, tu peux rester ici pour manger et pour boire. Quant à moi, je pars, car la dure nécessité m'y contraint. » En achevant ces paroles, je m'éloignai du navire et des bords de la mer. J'allais arriver au vaste palais de l'enchanteresse Circé, lorsque sur ma route, Hermès au sceptre d'or se présenta à moi sous les traits d'un jeune homme à la fleur de l'âge et brillant de grâce et de fraîcheur. Le dieu me prit la main et me dit « Malheureux, pourquoi gravis-tu seul ces montagnes, toi qui ne connais point ces contrées ? Tous tes compagnons retenus auprès de Circé sont comme de vils troupeaux enfermés dans des étables. Viens-tu pour les délivrer ? Oh, alors je crains bien que tu ne puisses t'en retourner toi-même et que tu ne restes où sont tes autres compagnons. Mais écoute, je veux te préserver de ces maux et te sauver. Prends cette plante salutaire qui écartera de toi le jour sinistre et rends-toi au palais de Circé. Maintenant, je vais t'apprendre tous les pernicieux desseins de la déesse. Circé te préparera d'abord un breuvage dans lequel elle jettera des charmes funestes qui seront impuissants, car cette plante salutaire te préservera de tout malheur. Écoute-moi encore. Lorsque Circé t'aura touché de sa longue baguette, saisis à l'instant ton glaive aigu et fonce sur elle comme si tu voulais la tuer. Circé, toute tremblante, désirera s'unir à toi, mais ne refuse point de partager sa couche afin qu'elle délivre tes amis et qu'elle t'accueille favorablement. Fais-lui jurer alors par le serment des dieux qu'elle ne tramera pas quelque ruse contre toi, de peur que t'ayant désarmé, elle ne t'enlève à la fois et ta force, et tes forces et ton courage. » En disant ces mots, Hermès me donna une plante qu'il venait d'arracher du sein de la terre, et il m'en fit connaître la nature. Sa racine était noire, mais sa couleur était blanche comme le lait. Hermès quitta l'île ombragée d'arbres et dirigea ses pas vers l'Olympe. Moi, je me rendis aux demeures de la déesse, l'âme agitée de 1000 pensées. Je m'arrêtai sous les portiques et j'appelai l'enchanteresse qui entendit ma voix. Elle accourut aussitôt, ouvrit ses portes brillantes et m'invita à la suivre. Moi, j'entrai dans le palais, le cœur accablé de tristesse. Circé m'introduisit. Elle me fit asseoir sur un trône magnifique orné de clous d'argent, plaça une escabelle sous mes pieds, apprêta un breuvage dans une coupe d'or, y mêla des plantes funestes et me présenta la coupe. Je pris ce breuvage, mais il ne me charma point. Alors Circé, me frappant de sa baguette, me dit « Va maintenant dans l'étable rejoindre tes autres compagnons. » À peine eut-elle prononcé ces mots, que je tirai mon glaive aigu et que je me précipitai sur la déesse comme si je voulais la tuer. Soudain Circé, poussant un grand cri, se baissa, embrassa mes genoux et m'adressa ces paroles entrecoupées par des sanglots. « Qui donc es-tu ? Quelle est ta ville et quels sont tes parents ? Je suis vraiment frappé de surprise car tu as bu ce philtre sans en être charmé. Cependant, nul homme jusqu'à ce jour n'a pu résister aux effets de ce breuvage. Serais-tu cet ingénieux Ulysse qui devait venir dans cette île à son retour d'Ilion, comme me l'avait annoncé Hermès, le dieu au sceptre d'or ? Eh bien donc, remets ton glaive dans le fourneau et partageons la même couche. Unissons-nous enfin et chassons la défiance de nos âmes. Étant donné que nous allons donc commenter ce texte, je vous suggère de le relire. Pour le relire, prenez donc votre manuel de français qui apparaît sur votre droite, d'accord, le manuel fleur d'encre, et donc vous allez l'ouvrir à la page 126. Vous avez une double page, d'accord, donc page 126-127, avec le texte consacré à la magicienne Circé. Le texte que vous avez dans votre manuel n'est pas le même que celui que j'ai soumis à votre attention. On verra par exemple que la fin est assez différente.
Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un travail sur les personnages, d'accord? En fait, j'ai 3 points dans mon analyse. Dans un premier temps, je vais travailler avec vous sur les personnages. Dans un deuxième temps, je donc proposerai de travailler sur les questions du manuel. Et enfin, on travaillera sur le vocabulaire, d'accord? Un petit peu comme ce que l'on a fait avec le texte consacré au Cyclope, d'accord? Le champ numéro 9. Ça va? Donc, en avant pour les personnages. Pardon, excusez-moi. Vous allez donc noter sur votre cahier de français, grand 1, travail sur les personnages principaux. Donc, comme vous le voyez ici, à travers ce montage de photogrammes, donc ce montage d'images, vous avez en fait 3 personnages importants dans le texte que je vous ai lu. À savoir Ulysse, bien évidemment, le héros, Circé, la déesse aux belles boucles, d'accord, et Hermès, donc un autre dieu qui intervient, d'accord. Donc c'est très important quand même de savoir que sur les 3 personnages principaux de ce passage, il y a 2 dieux et un être humain. Enfin, un être humain. Ulysse est considéré comme un demi-dieu. Alors, vous allez marquer grand A, Ulysse. Attendez avant d'écrire grand B et grand C, d'accord? Attendez que l'on ait terminé le grand A. Donc, l'objectif, comme je vous l'ai dit, ça va être de faire le lien avec le cours précédent sur les expansions du nom. C'est-à-dire qu'en fait, comme nous sommes en présence de personnages, d'accord, comme il y a 3 personnages dans le chant d'Homère, il y a aussi forcément des expansions qui caractérisent ces personnages, d'accord. Alors peut-être qu'on va avoir du mal à trouver des expansions du nom pour Ulysse. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on va avoir du mal à trouver des expansions du nom Ulysse? Tout simplement parce que c'est Ulysse qui raconte l'histoire. Ulysse assume la fonction de narrateur. Donc évidemment, il ne va pas se décrire lui-même, d'accord? En tout cas, dans ce contexte-là, ça paraît très bizarre. Mais peut-être en revanche, que Circé, dans ses paroles, fera référence à Ulysse en utilisant des expansions du nom. Donc on va voir effectivement ce qu'il en est. L'objectif, ça va être pour chaque personnage important du chant de repérer un texte, en fait un fragment de texte. Par exemple, pour Ulysse, regardez, j'ai repéré le fragment de texte suivant dans lequel effectivement nous avons des expansions. Serais-tu cet ingénieux Ulysse qui devait venir dans cette île à son retour d'Ilion, comme me l'avait annoncé Hermès, le dieu au sceptre d'or? Et là, vous voyez effectivement que c'est Circé qui prend la parole et qui s'adresse à Ulysse. Et donc, du coup, nous avons des expansions du nom dans ce passage. Nous avons par exemple l'adjectif qualificatif ingénieux, d'accord? Et nous avons aussi regardé qui devait venir dans cette île à son retour d'Ilion jusqu'à Sceptre d'or. Nous avons ce qu'on appelle une proposition subordonnée relative, d'accord? Qui est introduite par un pronom relatif, le pronom relatif qui. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc on va prendre des notes sur ces expansions du nom. Vous avez marqué grand A, donc Ulysse, le personnage d'Ulysse. Eh bien, vous allez marquer donc que nous avons une épithète homérique, cet ingénieux Ulysse, et une subordonnée relative qui commence à partir de qui devait venir jusqu'à Sceptre d'or. Allez-y, marquez donc grand A, Ulysse. Vous marquez l'épithète homérique. Je rappelle que l'épithète homérique, c'est en fait une manière d'appeler le personnage, de nommer le personnage, qui en général permet au poète ou à la aide d'équilibrer les maîtres du vers, d'accord, et de se souvenir aussi de l'histoire, d'avoir du temps pour se souvenir de l'histoire. Donc en A, Ulysse, je vous remonte le texte sur lequel nous avons travaillé, c'est le texte suivant, voilà, d'accord, et donc j'attends que vous écriviez ceci. L'épithète homérique, c'est cet ingénieux Ulysse. Comment appelle-t-on, s'il vous plaît, d'ailleurs, un groupe qui comporte, souvenez-vous ici, un déterminant, un adjectif qualificatif et un nom? C'est ce qu'on appelle un groupe nominal étendu, d'accord? C'est clair pour tout le monde? Alors, on poursuit le travail. Une fois que vous avez noté cela, on poursuit le travail maintenant avec Circé, qui est le deuxième personnage important du chant homérique. Même principe pour Circé, donc j'ai repéré un fragment à l'intérieur du texte que je vous ai lu. Ce fragment, je vous le relis. En avant.
La troupe de Riloc s'arrêta sous les portiques de la déesse à la belle chevelure et écouta Circé qui dans l'intérieur du palais chantait d'une voix mélodieuse en tissant une toile immense et divine, une toile semblable aux magnifiques travaux délicats et éblouissants des divinités célestes. Je pourrais presque vous faire un contrôle sur les expansions du nom à la faveur de ce passage. En avant donc, on va repérer déjà dans ce texte l'épithète homérique qui va désigner Circé. Donc, voilà, effectivement, la déesse a la belle chevelure. Ici, on a bien la déesse a la belle chevelure. On a donc une autre manière de nommer Circé. En fait, l'épithète homérique, c'est a la belle chevelure, d'accord? Voilà, a la belle chevelure, l'épithète homérique. C'est clair? Partant de là, on pourrait aussi s'amuser à repérer dans ce passage tous les adjectifs qualificatifs, d'accord? On a par exemple l'adjectif belle ici, on a ensuite mélodieuse qui se rapporte à la voix, immense et divine se rapporte à la toile, d'accord? Magnifique se rapporte à travaux, éblouissant et délicat se rapporte aussi à travaux. Attendez, je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Aux magnifiques travaux délicats et éblouissants, effectivement. On voit d'ailleurs que les adjectifs peuvent être placés, donc, bien devant le nom ou derrière, ça va? On voit aussi que, comme pour Ulysse, nous avons à l'intérieur de ce texte une proposition subordonnée relative qui est introduite par qui, d'accord? Et donc, la proposition subordonnée relative, si je veux la souligner, il faut que je trouve à l'intérieur de celle-ci le verbe conjugué. Donc, en fait, je cherche, ah, le voilà. Le verbe conjugué est ici, et donc je souligne tout ça. Qui dans l'intérieur du palais chantait, mais chantait comment? D'une voix mélodieuse en tissant une immense toile. En fait, tout ce groupe-là correspond à une proposition subordonnée relative. Ça va? Avant de poursuivre, j'insiste sur un point. Il est important que vous soyez capable de repérer convenablement une proposition subordonnée relative. Je pense au prochain contrôle que vous aurez sur les expansions du nom. La subordonnée relative, elle commence à partir du pronom relatif, d'accord? Donc on imagine, je vais mettre ici, on imagine donc on a un pronom relatif, donc après le pronom relatif, on a donc différents mots, le verbe conjugué, d'accord? Et donc, je vais souligner du pronom relatif jusqu'au verbe conjugué et je prends toute la proposition subordonnée relative. En général, c'est un groupe relativement long, d'accord? C'est clair? Ça va? Si jamais je vous demande de repérer une subordonnée relative en contrôle, il faut que vous soyez capable de le faire. Donc, tenez bien compte de ces remarques-là. Alors, donc, je vais maintenant aborder donc le troisième personnage important. Il s'agit d'Hermès. Même principe, je vais chercher dans le texte un passage qui concerne Hermès. Vous pouvez d'ailleurs vous-même vous reporter aux pages de votre manuel, faire pause dans l'enregistrement et chercher le passage, d'accord? Il y a un passage effectivement où nous avons donc une épithète homérique pour désigner Hermès et des précisions. Alors, bien évidemment, dans le passage donc consacré à Ulysse, regardez, il est aussi question d'Hermès. Vous voyez, on vous dit Hermès, le dieu au sceptre d'or. Vous vous souvenez? Pardon, excusez-moi. Voilà, ici, voilà. Vous avez une épithète homérique qui désigne Hermès, d'accord? Et donc, on va la retrouver, l'épithète homérique, dans le passage, donc, consacré au grand C. Voici donc le passage que j'ai trouvé, je vais vous le lire. Hermès au sceptre d'or. Vous voyez, on retrouve exactement, donc, la même épithète. Hermès, on dit une épithète, hein, au sceptre d'or, se présenta à moi sous les traits d'un jeune homme à la fleur de l'âge et brillant de grâce et de fraîcheur. Le Dieu me prit la main et me dit. Alors, on va chercher maintenant à l'intérieur de ce passage une proposition subordonnée relative. Est-ce que vous l'avez trouvée? Alors, non, vous n'avez pas trouvé de proposition subordonnée relative. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Vous savez que pour trouver une proposition subordonnée relative, il faut que vous ayez un pronom relatif simple, qui, que, quoi, dont, ou un pronom relatif composé, lequel, laquelle, chez lequel, etc. Si vous n'avez pas ces mots-là, vous n'avez pas de subordonnée relative. C'est bien clair? Et à l'intérieur de la subordonnée relative, vous avez toujours un verbe conjugué. Est-ce que ça va?
Je poursuis. Donc nous n'avons pas de propositions subordonnées relatives dans ce passage. En revanche, oui, nous avons des expansions du nom. Par exemple, des adjectifs qualificatifs. Jeune qui se rapporte à homme, d'accord? Brillant est aussi un adjectif qualificatif. On dira d'ailleurs que c'est un adjectif verbal car il est issu du verbe briller, d'accord? Donc, et puis nous avons ici nous avons en fait des groupes prépositionnels compléments du nom. Par exemple, d'un jeune homme à la fleur de l'âge, d'accord? Donc, et nous avons aussi des compléments de l'adjectif, de grâce et de fraîcheur, complément de l'adjectif brillant. Donc en fait, on pourrait considérer que brillant, de grâce et de fraîcheur, c'est ce qu'on appelle un groupe adjectival, d'accord? Allez, je laisse de côté la grammaire. C'était juste en fait pour faire un petit rappel avec vous. On va donc, vous avez marqué grand C Hermès. Normalement, vous avez marqué grand A Ulysse, grand B Circé, d'accord? Vous avez aussi noté pour Circé, je vous rappelle donc l'épithète homérique et la proposition subordonnée relative. Dans le cas d'Hermès, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va noter donc l'épithète homérique et on va noter un gène étendu qui le caractérise. Donc marquez épithète homérique au sceptre d'or. Marquez donc épithète homérique au sceptre d'or. Et le GN étendu, un jeune homme à la fleur de l'âge et brillant de grâce et de fraîcheur. Je répète, épithète homérique au sceptre d'or. Et pour le GN étendu, donc un jeune homme à la fleur de l'âge et brillant de grâce et de fraîcheur. Alors, pour résumer donc ce qu'il fallait noter, donc il fallait noter pour Ulysse l'épithète homérique, cet ingénieux Ulysse, et la subordonnée relative qui devait venir jusqu'à sceptre d'or. Pour Circé, il fallait noter l'épithète homérique suivante, à la belle chevelure, d'accord? La subordonnée relative est introduite par le pronom relatif qui chantait jusqu'à Céleste. Et enfin, pour Hermès, il fallait noter l'épithète homérique au sceptre d'or. Et pour le gène étendu, un jeune homme à la fleur de l'âge et brillant de grâce et de fraîcheur. Bien, vous allez donc marquer maintenant, après avoir donc travaillé sur les personnages, vous marquez grand 2, questions sur le texte. Ce sont les questions donc de votre manuel Fleur d'encre, d'accord? Donc vous avez sauté une ligne, vous marquez le titre question sur le texte. Ce n'est pas la peine de noter les questions, vous allez noter directement les réponses. Comme vous le voyez sur votre écran, donc j'ai créé 4 cartouches différentes pour les réponses, d'accord? Première question. Que découvrent les compagnons d'Ulysse sur l'île? Je vais me reporter au texte pour vous donner des indications. Posez-vous la question suivante. Que découvrent les compagnons d'Ulysse sur l'île? Je vais vous lire le dernier paragraphe donc du texte ici. Alors je divisais en 2 parties mes guerriers aux belles jambières et je donnais un chef à chacune d'elles. Moi, je commandais la première troupe et le divin Euryloque marchait à la tête de la seconde. J'agitais aussitôt les sorts dans un casque afin de savoir quelle troupe irait à la découverte. Le sort qui parut le premier était celui du magnanime Euryloque. Ce héros s'éloigna, suivi de 22 Achéens. Ces guerriers découvrirent au sein d'un vallon les palais de Circé bâtis en pierre polie et situés sur un tertre élevé. Autour de cette demeure étaient des loups sauvages et des lions que la déesse avait domptés en leur donnant de funestes breuvages. Donc en fait, les informations importantes sont ici. Vous avez effectivement donc ces guerriers découvrirent au sein d'un vallon les palais de Circé bâtis en pierre polie. Voilà, toute la fin du texte vous donne des indications sur ce qui est découvert sur l'île. D'accord ? En avant, donc je repose la question, que découvrent les compagnons d'Ulysse sur l'île? Et donc vous allez, puisque vous l'avez constaté, noter la réponse suivante, d'accord? Voilà, que je vais mettre ici. Les compagnons d'Ulysse découvrent les palais de Circé et des animaux sauvages apparemment inoffensifs. Hein. Ce sont des loups et des lions d'après le texte, d'accord? Ça, c'est donc pour la question 1. Donc, vous notez bien la réponse et seulement la réponse. Les compagnons d'Ulysse découvrent les palais de Circé et des animaux sauvages apparemment inoffensifs. Inoffensifs, c'est-à-dire qui ne commettent pas le mal, d'accord, qui ne sont pas agressifs pour l'homme. Ça va? Ce qui est étonnant déjà.
On voit bien que sans avoir découvert les sortilèges de Circé, on est déjà dans un univers totalement magique, parce qu'un loup et un lion, effectivement, normalement, se comportent de manière agressive. C'est clair? Voici donc la deuxième question. Quelle est l'attitude de Circé avec les compagnons d'Ulysse? Cite le texte à l'appui de ta réponse. Donc je vais aller chercher le passage qui concerne effectivement la rencontre. Je vais vous lire le deuxième paragraphe de ce passage. Circé accourut aussitôt, ouvrit ses portes brillantes, nous invita à la suivre, et tous mes guerriers entrèrent imprudemment dans le palais. Mais Euryloque, soupçonnant quelque embûche, resta seul sous les portiques. Circé les introduisit et les fit asseoir sur des fauteuils et des sièges, puis leur prépara une mixture de fromage, de farine d'orge et de miel nouveau, diluée dans du vin de Pramnos. Mais elle y mélangea aussi des drogues néfastes pour leur ôter tout souvenir de leur patrie. Quand elle leur eut donné ce breuvage, elle les frappa de sa baguette et les enterma dans les tables, car mes guerriers étaient alors semblables à des porcs par la tête, la voix, les poils et le corps. Mais leur esprit conservait toujours la même force. Alors, on se rend compte finalement, quand on regarde le début du passage, que Circé se comporte effectivement de manière très amène, c'est-à-dire très agréable, regardez, vis-à-vis des compagnons d'Ulysse. Elle les fait asseoir, elle les reçoit bien, Circé donne aussi à manger aux compagnons d'Ulysse, donc tout ça montre effectivement qu'elle arbore une attitude amène, une attitude donc faite de douceur et de convivialité, d'accord? Par la suite, on sait ce qui se passe, donc Circé va métamorphoser, mais ça je ne veux pas le dire tout de suite, va métamorphoser les compagnons d'Ulysse. Alors on poursuit. Je vous relis donc la question 2. Quelle est l'attitude de Circé avec les compagnons d'Ulysse? Cite le texte à l'appui de ta réponse. Donc on va écrire la chose suivante. Circé se montre très accueillante à l'égard des compagnons d'Ulysse. Et vous voyez qu'est-ce que je suis en train de faire par la suite? Je vais donc citer le texte. Circé les introduisit et les fit asseoir sur des fauteuils et des sièges. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une citation du texte. C'est clair? Pourquoi est-ce que je cite le texte? Parce qu'on me demande de le faire ici. Cite le texte à l'appui de ta réponse. Donc vous marquez bien la réponse suivante. Circé se montre très accueillante à l'égard des compagnons d'Ulysse. Circé ouvrez les guillemets, car on ouvre toujours les guillemets pour citer le texte. Circé les introduisit et les fit asseoir sur des fauteuils et des sièges. D'accord? Donc je répète, Circé se montre très accueillante à l'égard des compagnons d'Ulysse. Ouvrez les guillemets. Circé les introduisit et les fit asseoir sur des fauteuils et des sièges. Vous vous souvenez que lorsque vous voulez noter des éléments du cours, vous pouvez faire pause dans l'enregistrement vidéo, d'accord? Notez ce que vous avez à noter et reprendre l'enregistrement par la suite. Vous pouvez aussi, lorsque c'est pertinent, faire des captures d'écran, des captures de carte mentale. Évidemment, ne faites pas des captures de ma tête, hein, ça ne sert strictement à rien. Et s'il vous plaît aussi, évitez de me dessiner je ne sais quoi autour de ma tête, comme vous pouvez le faire avec certaines applications. D'accord, jouez donc le jeu, pensez au droit à l'image dont je vous ai parlé maintes fois pendant le cours de français. Hein, ok? Passons maintenant à la question 3. Vous ne notez pas la question, vous l'écoutez, vous marquerez directement la réponse. Alors, qu'arrive-t-il aux compagnons d'Ulysse? Raconte. Alors, que se passe-t-il concrètement? Donc, on a dit que les compagnons d'Ulysse étaient... Alors, pensez à Ovide dont je vous ai parlé. Les compagnons d'Ulysse sont métamorphosés. Hein. Pensez aux 16 métamorphoses d'Ovide qu'on a travaillé en classe. Donc là, on assiste à une nouvelle métamorphose. Voyons voir laquelle. Alors, la métamorphose se situe dans ce passage. Donc, regardez, en fait, la métamorphose est réalisée à partir du moment où Circé frappe de sa baguette, d'accord? Et elle enferme ensuite, donc, les compagnons d'Ulysse dans l'étable. Pourquoi le fait-elle? Parce qu'ils sont métamorphosés en porc, d'accord? Ou en cochon, comme vous voulez, c'est la même chose. C'est clair?
Donc, en fait, ça c'est, on va dire, l'étape ultime de l'opération magique, le fait de frapper avec la baguette, effectivement, pour réaliser la métamorphose. Avant de frapper avec la baguette, avant cela, Circé va utiliser une potion magique des drogues néfastes pour leur ôter tout souvenir de leur patrie. D'accord? Donc on voit en fait que la métamorphose se réalise en 2 temps. D'accord? J'ai presque envie de dire que si l'on considère en fait toute la ruse de Circé, d'accord, tout le stratagème de Circé, on a en fait 3 étapes. Première étape, le chant. Vous avez remarqué qu'en fait, les guerriers d'Ulysse, les compagnons d'Ulysse, sont séduits par la voix de Circé, d'accord? Le chant mélodieux de la déesse. Ce qui apparaît, regardez ici. Voilà, une voix mélodieuse ici. Vous voyez? Donc cette voix mélodieuse attire donc les compagnons d'Ulysse, et ce n'est pas la première, ce ne sera ni la première fois ni la dernière, effectivement, qu'une déesse, un monstre ou quoi que ce soit attire en fait les hommes grecs par le truchement de la voix. C'est à croire que la voix revêt une importance cardinale, revêt une importance certaine dans l'œuvre de l'Odyssée. Regardez par exemple, dans un autre passage que nous allons travailler dans pas longtemps, les sirènes, que se passe-t-il? Les sirènes vont en fait envoûter Ulysse par l'intermédiaire de leur voix mélodieuse. Et Circé envoûte les compagnons d'Ulysse en chantant aussi. C'est clair? Donc je reprends la question, qu'arrive-t-il aux compagnons d'Ulysse raconte? On va donc noter l'élément suivant. Voilà. Oups, je l'ai copié 2 fois, excusez-moi. Les compagnons d'Ulysse sont métamorphosés en cochons. Est-ce que cette réponse suffit? Non. Pourquoi ne suffit-elle pas? Parce qu'ici il est écrit raconte et nous n'avons pas raconté l'histoire, d'accord? Quand on dit raconter une histoire, ça signifie respecter des étapes narratives. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai indiqué tout le processus de la métamorphose. Donc si on vous dit raconter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir dire, donc, dans un premier temps, Circé fait boire une potion magique aux compagnons d'Ulysse, d'accord? Donc dans un premier temps, Circé fait boire une potion magique aux compagnons d'Ulysse. Ensuite, elle les frappe d'une baguette magique. Et elle enferme les compagnons d'Ulysse dans une étape. Donc ça fait 3 étapes différentes, d'accord? C'est clair pour tout le monde? Et donc raconter une histoire signifie effectivement faire état des différentes étapes qui mènent au processus de la métamorphose. Oui? Alors comme nous avons évidemment 1 milliard de choses à faire, dans la réponse, je ne vais pas raconter l'histoire, je viens de le faire oralement, d'accord? Donc je ne tiens pas compte de cette consigne. Je la barre. Oui? Ça va? Je poursuis. Question numéro 4. Qu'arrive-t-il à Ulysse? De quelle qualité fait-il preuve? Alors, imaginons la situation suivante. Imaginons que je vous dise, bon, alors nous allons nous retrouver dans 2 heures au lycée français de Barcelone. Donc vous allez vous rendre au lycée, mais je vous préviens, en fait, les animaux du zoo de Barcelone sont tous échappés et ils sont tous autour du lycée. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner en fait une herbe magique qui vous empêchera d'être dévoré. Bon, qu'est-ce que vous allez faire d'après vous? Est-ce que vous allez effectivement prendre l'herbe magique, d'accord, et vous rendre au lycée pour retrouver votre professeur de français? Si vous le faites en tout cas, c'est que vous faites preuve d'une grande qualité. Quelle est cette qualité? La confiance, d'accord? Il faut vraiment avoir confiance pour accepter d'être au milieu des lions, au milieu des bêtes sauvages, avec une herbe magique. Que fait Ulysse? Ulysse fait un petit peu la même, chose, c'est-à-dire qu'il va à la rencontre d'une personne, d'une déesse, déjà c'est une déesse, d'accord, c'est pas un être humain, d'une déesse Circé, qui transforme donc des hommes en porcs, d'accord, et en fait Ulysse fait confiance à Hermès, c'est l'une des premières qualités. La deuxième qualité dont il faut savoir faire preuve quand on fait face au danger, c'est quoi? Si vous êtes en face d'un danger, vous avez très peur, il faut apprendre à maîtriser son sang-froid, d'accord? Apprendre à garder la tête froide. Donc c'est la deuxième qualité, effectivement, dont fait preuve Ulysse. Allez, on prend des notes. Donc à la question suivante, qu'arrive-t-il à Ulysse? De quelle qualité fait-il preuve? On va y répondre de la manière suivante. On marque donc
Ulysse fait confiance à Hermès qui lui donne un conseil et il ne perd pas son sang-froid. Donc je répète, c'est ce que vous devez noter pour la question 4. Ulysse fait confiance à Hermès qui lui donne un conseil et il ne perd pas son sang-froid. Faites pause dans l'enregistrement si je vais trop vite. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce premier montage vidéo consacré à la rencontre de Circé. Je dis le premier montage parce qu'en fait par rapport à ce texte-là, il va y avoir donc 3 heures de cours, d'accord? Ces 3 heures de cours, c'est l'heure du lundi 4 mai et les 2 heures du mardi 5 mai, d'accord? Ça fait 3 heures, c'est bien clair cela? Pour ces 3 heures de cours, il y aura donc 2 montages vidéo. Ce premier montage que vous venez d'écouter sur donc la rencontre de Circé. Et là, je vais réaliser maintenant un deuxième montage qui va aussi s'appeler la rencontre de Circé, mais je mettrai numéro 2 par exemple, d'accord? En tout cas, je mettrai un indice qui vous permettra de bien lire les vidéos dans l'ordre chronologique. Ça va pour tout le monde? Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Au revoir.